Salam alaikum. Donc toujours avec l'injectivité et la surjectivité, bien sûr à travers ces nouveaux termes, ou bien ces nouveaux concepts, le monomorphisme et l'épimorphisme. Donc dans la vidéo prochaine, on a montré que les fonctions injectives sont tout simplement des monomorphismes et vice-versa. Et pour les f qui sont surjectives, ils sont des épimorphismes, c'est-à-dire qu'ils sont simplifiables à droite. Et on va montrer bien sûr l'équivalence entre les F, la surjectivité et l'épimorphisme. Alors pour ceci, bien sûr, si on appelle ça le 1 et ça le 2, donc on montre que 1 implique 2. On a F est surjective. Ceci va impliquer qu'elle admet un inverse à droite, c'est-à-dire qu'il existe, on va dire, un psi qui va parce que rappelons que F qui va de A vers B, donc là, le psi va être de B vers le A, tel que le f rang psi est égal à l'identité de B. Très bien. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que si on considère C un ensemble quelconque, et j'ai H deux applications qui vont de C vers le... Non, c'est pas ça. Qui vont de B vers le C. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Si on a le F rang, le G rang F est égal à H rang F, ça va impliquer... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant composer par le psi, mais à droite. C'est-à-dire qu'on va faire le G rang F rang psi, ça sera égal à G rang H rang psi. Ceci implique que, bien sûr par l'associativité de la composition, que ça va impliquer que le G rang F rang psi, ça sera égal à H rang F rang psi. Alors le F rang psi c'est l'identité de B, ce qui va impliquer que le G rang identité sur B, ce sera le H rang identité sur B. Et bien sûr ça implique que le G est égal à H, ce qui implique bien sûr que le F est simplifiable à droite ou bien F est épimorphisme. Donc très bien. Deuxième implication, on va maintenant partir du fait que F est épimorphisme et on va vérifier que F, on va montrer que F est surjectif. Alors pour ceci, comme le cas de l'injectivité, on va utiliser la première définition, la définition originale qui nous dit que tout simplement, que finalement tous les éléments de B, ils ont un antécédent par F non A. Donc, et comment on va faire en fait l'astuce est un peu moins évidente que dans le cas de l'injectivité. Pourquoi? Parce que le cas de l'injectivité, on avait une implication. Donc, du coup, on est parti du fait de dire que le f de A1 est égal à f de A2. Et la définition du monomorphisme, c'est une implication. Ce qui fait, on peut voir que le fait que les deux, les deux ils sont des implications, on a pu bien sûr intégrer le monomorphisme dans l'application de l'injectivité, bien sûr en choisissant le bon ensemble C, en le mettant comme singleton, et le bon choix de, bien sûr, ou bien l'identification du G et du H avec les deux points A1 et A2 qu'on a utilisé dans l'injectivité. Par contre là, on n'a pas ce privilège, ce qui fait on doit penser à une façon, on va dire, moins évidente que le cas de l'injectivité. Alors pour ceci, comment on va construire ça sera quoi le C? Et ça sera quoi le G et le H? Alors le G et le H qu'on utilise bien sûr dans l'hypomorphisme, ils doivent quand même traduire l'idée que, rappelons que bien sûr pour que F généralement soit surjectif, on doit avoir l'image de A, il doit être égal à B. C'est-à-dire que tous les éléments de B, ils ont des antécédents sur le A. C'est-à-dire que je dois montrer finalement que, comme si je dis que le B, il fait partie de f de A, on va dire. Parce qu'on sait très bien que le f de A fait partie de B. Si on montre que B est une partie de f de A, ça va être, bien sûr, on va avoir l'égalité. C'est-à-dire que tous les éléments de B, finalement, ils vont avoir un antécédent. Alors, pour traduire cette sorte d'inclusion, en termes de fonction, ce qu'on va faire, c'est que on va considérer le C, d'accord, qu'on utilise dans l'épimorphisme, euh, comme étant un ensemble qui est binaire et qui va nous dire que c'est le B que tu as choisi, est-ce qu'il va être dans, dans f de A, c'est-à-dire est-ce qu'il va admettre un antécédent ou pas, d'accord? Et donc du coup, comment on va le faire? On va tout simplement choisir le C, ce sera le singleton 0,1, pardon, l'ensemble 0,1, et je vais mettre que le G, une fonction qui va de B vers le C, tel que si je prends un B, il me dit tout simplement
Et il me donne 1 par exemple si le B est dans F de A. Donc du coup, chaque fois que tu reçois un B, tu vas dire que, ok, est-ce que le B est dans F de A, c'est-à-dire est-ce qu'elle admet un antécédent par F dans A. Donc du coup, c'est le cas, je vais faire un 1, d'accord? Comme si, on va dire que c'est vrai, on va dire tout simplement. Et si ce n'est pas le cas, je vais mettre 0. Dans ce cas-là, si B n'est pas dans F de A. Et l'astuce, c'est que quand tu mets le H qui va de B vers C, il prend un B et il me donne un, tout simplement. D'accord? Donc, il ne va pas dire que, ok, ça c'est, est-ce qu'il fait partie de F de A ou pas? Donc, du coup, pour tous les éléments, on doit mettre B est égal à 1. Comme si on dit que tous les éléments, on va les considérer comme dans F de A, tout simplement. Et donc, l'égalité de G rang F est égal à H rang F, qui va impliquer que finalement que le G est égal à H, c'est ce qu'il va servir pour montrer la surjectivité. Alors comment ça va être le cas? Si je prends bien sûr un A quelconque dans A, et je fais le G rang F enfin, puisque en fait c'est un épimorphisme, donc si G rang F est égal à G rang H, bien sûr ça va, pardon, G rang F est égal à H rang F, ça va impliquer que le G est égal à H. Donc du coup, on doit bien sûr avoir G rang F est égal à H rang F avant bien sûr d'utiliser l'implication. Alors si je fais le G de F de A, rappelons que ça c'est pour A quelconque. G le F de A, ce sera quoi? Alors le G, il prend un point de B, et il fait 1 si c'est le point A, il a un antécédent, et 0 s'il n'a pas un antécédent. Alors quand tu dis G de F de A, alors implicitement tu dis que ce point va avoir un antécédent, parce que c'est l'image d'un point de A. Ce qui fait le F de A, par définition, il fait partie de F de A. Entre parenthèses, on sait que l'image de F de A, il fait partie de F de A parce que tout simplement, il a un antécédent qui est le petit a. Donc du coup, quand je fais le G de F de A, ça sera automatiquement 1. D'accord? Et quand je fais le H de F de A, ça sera sûrement 1 parce que H, pour n'importe quel élément de B, il affecte 1 à cet élément. D'accord? Et donc du coup, on peut voir bien sûr qu'on a l'égalité entre G de F de A et entre H de F de A pour tous les éléments de A. Donc on va dire que le G rang F et H rang F, ils coïncident sur tous les A de A. Et donc ceci va impliquer que le G rang F est égal à H rang F. Et le fait que F est épimorphisme, ça va impliquer bien sûr que le F est simplifiable à droite, c'est-à-dire que G est égal à H. Et dire que G est égal à H, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quel que soit A dans A, G de... alors, pardon, quel que soit B, dans B, G de B est égal à H de B. Mais H de B, il est toujours égal à 1, d'accord? Ce qui fait, ce sera toujours égal à 1. Et donc, du coup, on a montré que quel que soit B dans B, G de B est égal à 1. C'est-à-dire qu'on a toujours le premier cas dans G. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les B, d'accord, ils font partie de F de A. Cela veut dire que, quel que soit B dans B, B, elle fait partie de F de A. Et bien sûr, ça veut dire que, quel que soit B dans B, il existe un A dans A, tel que B, c'est l'image de A, ce qui montre que F est surjectif. D'accord? Donc voilà. Donc du coup, il faut juste penser bien sûr à construire ou bien à traduire ce qu'on veut dire par la surjectivité en termes de fonctions, tout simplement. D'accord? Donc la démonstration, elle n'est pas aussi évidente que la première, mais bon. L'essentiel, c'est qu'on a pu la montrer, bien sûr. Et donc voilà. Et donc, du coup, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que dorénavant, on va parler que des épimorphismes et des monomorphismes quand on parle, bien sûr, de l'injectivité et de la surjectivité. Alors, on peut faire un exemple et on va utiliser les deux définitions qu'on vient de montrer, c'est-à-dire que la définition par l'inverse ou la définition par la simplifiabilité. Les deux, on va l'utiliser pour montrer qu'en fait la projection, ce qu'on appelle la projection dans le produit cartésien, qu'elle est une application surjective. Alors ce que je vais faire, c'est que si je considère le pi 1 tout simplement, qui va de A fois B vers le A.
et qui prend bien sûr le couple AB et elle fait la projection sur le A, c'est-à-dire on va faire le A. Alors Pi1 bien sûr il est surjectif, donc on peut le montrer bien sûr de trois façons, d'accord? Donc du coup on va montrer que Pi1 est surjective. La première méthode, on va dire la méthode 1, il suffit juste de voir que quel que soit le A dans A, bien sûr il existe un B dans B, tel que le couple, l'image du couple AB, ce sera le A, d'accord? Et donc, du coup, dire que pour chaque A de A, il existe un B dans B, dire que, tout simplement que il existe le couple AB dans A fois B, tel que A est égal à Pi1 de AB. C'est-à-dire que n'importe quel, bien sûr, n'importe quel petit A dans A, il va admettre un antécédent dans A fois B. Ça, c'est la définition originale par les éléments, d'accord? Donc, la deuxième méthode, on s'en fout carrément des éléments de A et des éléments de B, ce truc de couple, qu'ils soient en fait un couple de A, B, et ainsi de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de construire un inverse à droite pour montrer qu'il est surjectif. Donc, rappelons que Pi1, qui va de A fois B vers A, c'est le couple petit a, petit b, et on l'affecte le point A. Et donc, on va construire bien sûr son inverse à droite. C'est que ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, pour avoir un inverse à droite, c'est-à-dire, on va dire une fonction psi par exemple, ou g, qui va maintenant de A vers A fois B, ce qu'il va faire tout simplement, c'est que on va prendre un petit point A et on va choisir un petit point de B, le petit b, quelconque, d'accord? Donc du coup, on fixe, c'est comme si on dit on fixe un B dans B. Et on va affecter à AB. Alors, il faut faire attention, c'est que, bien sûr, les candidats des couples AB, ils vont être plusieurs. D'ailleurs, dans des cas, ils vont être infinis. Et donc, du coup, il faut juste faire attention qu'on va fixer le B, parce qu'on ne peut pas envoyer le A vers tous les couples, on va dire AB1, AB2, AB3, ainsi de suite. On va choisir un seul, d'accord? Et on va dire ça, c'est AB. Et donc, du coup, bien sûr, que si je fais le F rangé, le Pi1 rangé d'un point A, par exemple, donc ce sera le Pi1 de G de A. Donc le G de A, il prend un A, il l'associe à un couple AB, ce qui fait que je vais avoir un Pi1 d'un AB. Je sais très bien que le projection du AB, tout simplement, c'est le A. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai montré? Que, bien sûr, ça, c'est pour tous les petits A dans A. Et ce que j'ai montré, c'est que le Pi1 rangé, c'est l'identité sur A. Et donc, du coup, c'est un inverse à droite, ce qui montre bien sûr qu'elle est surjective. Alors, la troisième méthode, la méthode d'épimorphisme, comment ça va être? Si je prends un C bien sûr quelconque et un G de H, on va dire un G qui va de... Alors, c'est quoi le B de Pi1? C'est-à-dire, c'est quoi le codomaine de Pi1? C'est le A. Donc, du coup, qui va aller du A vers C. H qui va aller de A bien sûr vers C. Et je vais montrer que l'égalité f rang G, pardon, le G rang F est égal à H rang F va impliquer que F est égal à H. Donc du coup, si le G rang, bon le F c'est le Pi1 dans ce cas-là, est égal à G rang H rang Pi1, ceci implique bien sûr que, quel que soit A, parce que rappelons que le Pi1 il va de A fois B, donc du coup le codomaine de Pi1 ça sera quoi? Ça sera le couple. Donc du coup, quel que soit le couple A fois B dans A fois B, bien sûr, on a le gérant Pi1 du couple AB est égal à gérant Pi1, à H, pardon, H rang Pi1 du couple AB. Ceci, bien sûr, va impliquer que le G, c'est quoi le Pi1 de AB? Ce sera tout simplement le A. Donc, ceci implique que le G de A est égal à H de A. Et puisque le G de A est égal à H de A, quel que soit le petit a, parce qu'en fait, on a pris n'importe quel couple AB dans A fois B, ce qui fait même le A va être arbitraire. Et bien sûr, ils vont coïncider, puisqu'ils coïncident sur tous les éléments de A, ils vont être tout simplement égaux. Donc du coup, G est égal à H, ce qui montre bien sûr que c'est un épimorphisme. Et puisque c'est un épimorphisme, ce sera surjectif. Donc du coup, on a vu la démonstration que la projection dans le produit cartésien, elle est surjective, comme j'ai dit, par les trois méthodes. C'est-à-dire par la définition ensembliste originale, et la définition de l'inverse à droite, et la définition de
la simplifiabilité à droite. Donc je pense que je m'arrête là. On continue dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.